Aujourd'hui, c'est la journée internationale consacrée aux droits des femmes. Cette année encore, de nombreux sujets méritent notre attention, alors que d'autres suscitent notre colère depuis des années. La discrimination fondée sur le sexe au moment des recrutements demeure et l'écart de salaire entre eux est toujours omniprésent. En moyenne et à travail égal, les femmes gagnent toujours 16% de moins que leurs confrères masculins. Plus que dans l'économie, nous savons que ce déséquilibre s'enracine dans un stéréotype social qui fait peser tout le poids et la responsabilité du renouvellement des générations sur les femmes. C'est la raison pour laquelle au Parlement européen, nous continuons de travailler sur le rapport d'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, afin de permettre aux pères de prendre leur juste place dans la sphère familiale et de profiter de leurs enfants. Et accessoirement, montrer que ce rôle n'appartient pas à un sexe plutôt qu'à un autre. Mais aujourd'hui, je voudrais profiter de cette tribune numérique pour parler des phénomènes de violence faites aux femmes. Une violence qui revêt de nombreuses formes et qui vise les femmes parce qu'elles sont femmes. Viol, violences domestiques, harcèlement, dans la rue, au travail, sur Internet. Ces derniers mois, la libération de la parole a jeté une lumière crue sur les comportements qui menacent quotidiennement l'intégrité physique et morale de plus de la moitié de la société. Ces initiatives, en ligne et hors ligne, ont permis aux femmes de se reconnaître, de se rassembler, de se soutenir, mais surtout de faire valoir une voix qui a trop longtemps été tue ou niée. Et si je salue cette étape comme essentielle, elle ne pourra pas à elle seule faire reculer l'impunité des hommes qui perpètrent cette violence, que ce soit dans la sphère privée ou dans l'espace public. Bien sûr, la prise de conscience doit être collective et la réponse culturelle et sociétale. Mais à court terme, le droit est un outil puissant dont nous devons user pour définir clairement les actes qui sont condamnables et apporter reconnaissance et protection aux victimes. C'est pourquoi je reviens sur l'importance et la force de la Convention d'Istanbul sur la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes, et le progrès que constitue l'avancée rapide vers la ratification de cette convention. Elle a été signée l'année dernière par l'Union européenne et elle est aujourd'hui ratifiée par la majorité des États membres. Pourtant, nous remarquons que certains pays, à l'instar de la Bulgarie, se refusent encore à la ratifier sous prétexte que l'utilisation du terme « genre » porterait un agenda caché qui menacerait la définition de la famille. Alors, on respire et on explique. D'abord, on rappelle que ce sont les violences contre les femmes qui détruisent les familles. En France, tous les 3 jours, un homme tue sa compagne. Elle est là, la menace. Rappelons ensuite que chaque mot a un sens bien précis. Si le mot sexe désigne une caractéristique biologique, la notion de genre fait, elle, référence à la représentation sociale, qui attribue un rôle, des comportements, des préférences de manière prédéfinie aux individus. Pour résumer, le fait que les femmes aient un utérus et les hommes des testicules, ça renvoie à la notion de sexe. Par contre, le fait que, dans l'esprit de certains, les femmes soient plus douées pour le repassage et les hommes pour le bricolage, ça, c'est le genre. Parce que j'ai beau regarder, personne ne naît avec un fer à repasser ou une perceuse dans la main. Plus sérieusement, ces constructions sociales, qui n'ont pas grand-chose à voir avec la réalité des sexes, créent malheureusement des conditions, un climat qui contribue d'une manière ou d'une autre au phénomène de violence qui affecte de manière disproportionnée les femmes et les filles. En matière de réduction de ces violences, la question de l'autonomisation des femmes et de la lutte pour leur santé sexuelle et génésique est également essentielle. Nous continuons d'assister, malheureusement, à une régression des droits reproductifs en Europe. Dans certains États membres, des barrières sont dressées par les autorités sur le chemin de l'accès des femmes aux moyens de maîtrise de leur sexualité et de leur contraception. Des procédures complexes, des autorisations requises ou des cadres restrictifs limitent ou empêchent leur accès aux services d'avortement médicalisés. Bien sûr, la condition de l'efficacité de ces luttes, qui doivent se poursuivre, repose sur une parole libre et éclairée, l'avènement d'un débat sans insultes et la garantie d'une presse libre. Or, un rapport récent de Reporters sans frontières révèle que les journalistes enquêtant sur les droits des femmes sont particulièrement exposés à des exactions brutales. Certaines, comme la Mexicaine Miroslava Breach, ont été tuées parce qu'elles dénonçaient la violence exercée à leur encontre. Entre 2016 et 2017, 13% des journalistes qui enquêtent sur la condition des femmes ont été emprisonnés. 28% ont été victimes d'agressions et près de la moitié massivement attaqués en ligne. Et le cyberharcèlement, c'est ainsi l'exaction la plus fréquente subie par les acteurs qui osent s'attaquer à ces problèmes et un mode de représailles presque exclusivement réservé aux femmes journalistes. Ces cabales en ligne sont aujourd'hui une réelle menace pour la liberté et la sécurité de la presse, mais aussi des utilisatrices en ligne qui les relayent. Le rapport de Reporters sans frontières demande, à cet égard, aux États européens de lutter contre l'impunité liée à ces violences en ligne, en renforçant les modérations et l'exécution des sanctions prévues en cas de harcèlement. Personnellement,
Je pense que ces pratiques doivent aussi nous interroger sur nos usages numériques. Ce secteur est l'un des leviers de transformation de la société le plus dynamique. Il reconfigure nos modes de vie, professionnels, personnels, autant qu'il redéfinit en permanence nos méthodes de collaboration et de communication. Et en termes d'utilisation, les hommes et les femmes ont également recours à ces instruments, quand bien même nous remarquons que ces dernières s'expriment moins facilement en ligne, justement en raison des stratégies d'intimidation dont elles sont plus souvent victimes. Mais là où la rupture intervient, c'est vraiment dans le domaine de la professionnalisation et des métiers du numérique. En Europe, les femmes ne représentent que 17% des étudiantes en informatique et ce pourcentage continue de décroître. Pourtant, la filière, contrairement à ce qu'on pense, est loin d'avoir toujours été ce bastion masculin. N'oublions pas les figures précurseuses, comme par exemple Joyce Weisbecker, citée comme la première développeuse indépendante de jeux vidéo dans les années 70. En réalité, ce décrochage s'est approfondi au cours de ces dernières années, alors que les professions du numérique gagnaient en importance, en reconnaissance et en rémunération. Cette situation nous amène aujourd'hui à un rétrécissement de profils dans le secteur et à un déficit d'actifs dont les coûts sont estimés aujourd'hui à 6 milliards d'euros rien que pour l'Europe. Donc on le voit, la mixité est indispensable. Elle est indispensable à un développement harmonieux de l'usage et des technologies et à leur appropriation par tous et pour tous. Mais la mixité, c'est surtout une nécessité pour une société apaisée et harmonieuse dans laquelle chacun trouve sa place. Et la mise en place de ces conditions, c'est de la responsabilité bien sûr des pouvoirs publics. Nous devons les appeler à l'action et c'est ce que nous faisons, c'est ce que je viens de faire. Mais je voulais ajouter que c'est aussi un peu notre responsabilité à tous au quotidien, pour ouvrir les yeux tranquillement mais lucidement sur ce qui arrive autour de nous et pour savoir, par une parole, par un geste, par un regard, montrer que ce qui jusque-là était toléré ou tu, à présent, ne passe plus.